Donc, je trouvais important de commencer cet atelier et ce premier stand par quelques données importantes pour rassurer à la fois l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi nos futurs investisseurs, et un petit focus sur l'effet Covid sur le marché locatif peut, en cette période de reprise, faire du bien, en tout cas nourrir l'argumentaire de chacun. Alors voilà, d'une manière normale, là, on va regarder le rythme des locations et le prévisionnel étant la courbe rouge et en bleu, donc les locations qui ont pu être réalisées chez Eliade. On voit que pendant le confinement, il y a eu une rupture franche de ce qui s'est passé. Mais la bonne nouvelle, c'est que la reprise, dès la sortie du confinement, dès le mois de mai, on a une nette reprise et aujourd'hui, nous sommes sur des indicateurs qui sont au-delà de la norme, au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Sur les résidences étudiantes, pendant le confinement, on a beaucoup été sollicité par des investisseurs, beaucoup été sollicité par les conseillers en gestion de patrimoine, parce qu'il y a eu cette crainte du départ des étudiants de nos résidences, la crainte de la non-reprise et du non-retour des étudiants au mois de septembre. Et donc là, aujourd'hui, je voulais vous montrer un focus sur les sorties observées sur les 3 dernières années. En gris étant la courbe des sorties de 2020. Et en fait, on s'est aperçu que 2010 et 2020 suivent, à quelque chose près, suivent le même rythme de sortie et que, au contraire, contrairement à ce qu'on le pensait, contrairement à ce qu'on s'y attendait, à ce à quoi on pouvait s'attendre, les locataires ne sont pas sortis. Alors, est-ce que c'est dû à la crainte de ne pas retrouver son logement au mois de septembre? Est-ce que, justement, le confinement a fait que personne n'est sorti? Ça, aujourd'hui, on ne peut pas l'observer. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les résidences étudiantes n'ont pas été désertées comme on s'y attendait. Une bonne nouvelle, c'est que le délai de primo-location, malgré l'arrêt des chantiers, malgré l'arrêt des visites des logements, eh bien, on s'aperçoit que notre délai moyen, qui était de 54 jours pour louer 3200 logements par an, eh bien, au mois de septembre, ce délai a même été raccourci. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt un bel indicateur de reprise. Nous avons aussi un indicateur que nous suivons tous les ans et tous les mois, c'est l'indicateur du taux d'impayé. 2019, donc on était sur un taux d'impayé de 3,20. Il faut savoir que l'indicateur de l'INSEE sur les loyers impayés est de 4,5%. Et au 31 août 2020, eh bien, cet indicateur a été amélioré puisque le taux d'impayé de l'ensemble du parc, toute résidence et toute destination confondue, est de 2,21%. Donc là, à nouveau, eh bien, effectivement, on a eu, au-delà des craintes, au-delà des peurs. Alors, je ne sais pas si c'est l'épargne qui a été conservée pendant le confinement ou bien si c'est justement la crainte de ne pas retrouver un logement en cas d'expulsion ou une troisième vision, c'est que les fondamentaux sont revenus et avoir son logement qui est devenu aussi son outil de travail, qui est devenu l'outil pour les étudiants qui ont été confinés, eh bien, était devenu une priorité. En tout cas, le taux d'impayé s'en est trouvé amélioré. Un chiffre extraordinaire qu'on n'avait jamais rencontré. Il y a d'aujourd'hui bientôt 16 ans et nous avons reçu sur 2 mois 32 136 demandes de logements à louer. C'est des données que nous n'avions jamais rencontrées. Et lorsqu'on regarde d'un petit peu plus près, eh bien, nous avons sur ces plus de 36 000 demandes, nous avons des candidats éligibles de l'ordre de 22%. Donc, sortie confinement, beaucoup de candidats ont souhaité eh bien, changer de logement, beaucoup de candidats ont souhaité changer de région et effectivement, on traite l'ensemble des demandes et on évalue la solvabilité. Et on a pu travailler 22% de l'ensemble des demandes, ce qui est déjà énorme. Et eh bien, ces effets cumulés ont fait que notre taux d'occupation du parc a fait même un bond, parce que 3% lorsqu'on est à 95% en 2019, pour passer à 98% de taux d'occupation de nos résidences en 2020,
eh bien c'est un bon et on a un taux d'occupation aujourd'hui du parc Eliade de 98% de jours loués sur l'ensemble de l'exercice. Voilà, en dernière partie, voilà, donc ça, c'était les premiers indicateurs que je souhaitais partager avec vous. Et je trouvais que c'était important de redonner du sens et de redonner de l'optimisme dans la relation que vous pouvez avoir avec les investisseurs. Donc, tous les voyants sont ouverts. Et il y avait une nouvelle partie, hop, pardon, j'étais un petit peu vite. Il y avait une nouvelle partie sur les effets du confinement. C'est, eh bien, chez Eliade, comment est-ce qu'on l'a vécu et qu'est-ce qu'on a été obligé de mettre en place pour être au plus proche de nos clients. On sait qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est être disponible, c'est répondre aux demandes. Et lorsqu'on se retrouve sollicité, comme on l'a pu le voir, là, 36 000 demandes, c'est utiliser des nouveaux outils. Et le confinement, ça a été aussi ça pour ça. C'est en regarder ces nouveaux outils un peu comme des monstres à deux têtes. Eh bien, aujourd'hui, avec l'aide de Emmanuel Lebro, notre directeur de communication, nous avons mis en place des nouveaux outils pour être disponibles et pour améliorer notre relation clientèle. Et je vais te laisser la main, Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat, puisqu'on a fait une passation d'écran, j'ai partagé mon écran. Lydie, est-ce que tu veux bien, de ton côté, arrêter ton partage d'écran? J'ai diminué la taille de manière à ce que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Je ne vois pas de message dans le chat qui indiquerait que vous ne voyez pas, donc j'ai considéré que c'est bon pour vous. Donc, comme l'a évoqué Lydie, c'est que souvent, évidemment, excusez-moi, on a tendance à dire que dans une chaîne relationnelle, eh bien évidemment, cette chaîne relationnelle, elle a la résistance de son maillon le plus faible. Et que à partir du moment où on a un maillon de cette chaîne relationnelle qui est imparfait ou qui présente de graves fragilités, eh bien on ne va pas être en capacité d'assurer une relation saine et apaisée avec nos clients. Et vous avez vu les chiffres sur les mois de juillet et d'août. Et on a un volume d'appels tellement conséquent que bien évidemment, ça nécessite une organisation de traitement qui va assurer que la chaîne relationnelle n'est pas rompue et qu'elle permet à Eliade d'avoir un niveau de satisfaction client qui soit dans les standards de ce que l'on recherche. Et donc, l'approche, évidemment, c'est de proposer une expérience sans couture au niveau de cette prise de contact, de cette mise en relation. Et on voit aujourd'hui, et a fortiori les changements qui ont été à l'œuvre pendant le confinement, que pour proposer cette expérience sans couture, eh bien, on est obligé d'avoir plusieurs canaux de prise de contact et que c'est bien la complémentarité et la dynamique d'ensemble de ces canaux qui va permettre de proposer une expérience sans couture. Et ce qui s'est passé pendant le confinement, finalement, a contribué à accélérer l'adoption de ces canaux, que ça soit par nos équipes en interne et aussi par nos clients. Que dans le fait de finalement avoir un mode relationnel qui va évoluer, qui va changer, qui va rompre avec des habitudes, eh bien, on le sait tous, ça nous impose de changer. Et on sait tous que changer nos habitudes, on se considère tous spontanément que ça va être une contrainte. Et donc, on a plutôt tendance, à des degrés divers, à freiner des quatre fers et à ne pas justement faire le petit pas de côté qui va nous permettre de considérer peut-être positivement quelque chose qui va au contraire nous apparaître négatif, justement parce que ça va induire un changement. Et finalement, dans le changement, on a tendance à considérer qu'il y a toujours deux facettes dans le changement. Il y a déjà un changement dit de perception qui est toujours brutal. Donc, c'est toujours vécu comme un choc quand on change de perception par rapport à quelque chose. Et que ce choc, soit quand on a tous vécu le confinement, il nous a été imposé. Hein, on l'a tous subi, ce choc, et il nous a finalement obligés à adapter nos habitudes, nos manières de faire. On se rend compte que finalement, on pouvait peut-être avoir des visions négatives sur certaines manières de faire et elles se sont révélées au contraire créatrices de valeur. Et puis, une fois que le changement de perception a fonctionné, a opéré, eh bien, on a une deuxième phase du changement qui se met à l'œuvre, qui est le changement dans la durée, dans la vie. Mais tant que vous n'avez pas changé de perception, ça ne marche pas. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que on a beau proposer un volume d'outils permettant une mise en relation extrêmement vaste, à partir du moment où le changement de perception n'a pas eu lieu,
ben, ça ne sert finalement pas à grand-chose ou de manière extrêmement marginale. Et c'est pour ça que le confinement, ben, d'une certaine manière, il a aidé à l'adoption de ces outils, tant en interne que pour nos clients, comme je l'indiquais au préalable. Et c'est vrai que notamment sur la visioconférence et ce qui vous a été présenté au début de la plénière, c'est qu'il n'est pas nécessairement évident de considérer que on fait son travail d'une manière on va dire efficace, sans avoir à se montrer, sans avoir à être en représentation avec la vidéo. Eh bien, finalement, le confinement a opéré ce changement de perception durable pour nos collaborateurs qui va finalement se montrer, avoir une relation à distance en vidéo. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être vécu comme une contrainte une fois passé le cap des premiers tests. Donc ça, c'est un point qui est très important parce qu'aujourd'hui, on a une fluidité finalement dans la mise en œuvre de cela. Et ça contribue à cette chaîne relationnelle et à faciliter cette chaîne relationnelle. Donc, ce que je vais vous montrer de manière extrêmement pratico-pratique, hein, c'est comment est-ce qu'on a pu mettre en œuvre certains de ces outils, et notamment un qui est évidemment essentiel, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Donc, sur la prise de rendez-vous en ligne, donc là, il y a normalement une vidéo qui doit se lancer de votre côté, où on voit le chemin, le parcours client d'un utilisateur qui cherche à nous joindre et qui va directement sur le site choisir dans quel cas de figure il se place, choisir le conseiller de gestion avec lequel il a normalement l'habitude de travailler, et de faire ensuite sa saisie d'informations personnelles et de numéros de téléphone qui va ensuite permettre à notre conseiller de gestion de le rappeler et de rester et de poursuivre la relation avec lui. Donc, ce qui est très important dans cette mécanique, c'est que finalement, le temps dédié par le client va représenter en valeur absolue quelque chose de très court. Mais pour autant, ça va radicalement améliorer le niveau de relationnel qu'on va être capable de créer avec lui, parce qu'on va sortir d'une logique de flux d'appels à une logique de stock de rendez-vous. Et ces stocks de rendez-vous, eh bien, ils vont évidemment permettre au conseiller de gestion qui aura sa liste de rendez-vous visible, de voir quels sont le sujet qui va être le motif du rendez-vous, et donc il va pouvoir se préparer. Et donc cette double préparation, finalement, elle représente un niveau d'investissement en temps, j'insiste sur ce point, mais un niveau d'investissement en temps qui est assez faible, et pour autant, la valeur ajoutée qui va être créée par ce temps de préparation va contribuer à radicalement transformer la manière dont on va pouvoir proposer aux clients d'interagir avec nous. Emmanuel, je te propose de relancer peut-être la vidéo parce que je vois que on n'était peut-être pas en plein écran. Pour que vous puissiez voir. Voilà, le fonctionnement. Je te laisse continuer. Voilà, donc on voit donc l'utilisateur qui clique, il va choisir s'il veut, si ça considère la gérance, le syndic. Il choisit son conseiller. Là, il choisit d'avoir un rendez-vous en visioconférence, une durée par défaut de 15 minutes. Il va choisir la date à laquelle il serait disponible. Il va saisir ses informations sur un formulaire, donc quelque chose qu'ils font évidemment très rapidement, et ensuite il va confirmer l'événement. Comme Doctolib. Donc il est clair que l'ensemble des outils qui utilisent ces modes relationnels contribuent à leur attribution et à créer des standards finalement d'interaction. Et nos clients ayant l'habitude finalement de ces standards d'interaction, ils s'attendent à ce que ça soit aussi simple pour eux de prendre un rendez-vous chez leur médecin ou auprès d'un professionnel de santé que de prendre un rendez-vous avec un conseiller de gestion, quelqu'un qui pourra répondre à leurs questions. Donc sur ce point-là, excusez-moi un instant. Donc sur la visioconférence, j'évoquais ce point-là tout à l'heure. C'est que ça représente pour le coup un vrai changement dans la manière de travailler pour nos collaborateurs, dans la mesure
où effectivement, quand on est dans une relation par email, on est dans une relation asynchrone. Quand on est une relation par téléphone, on ne voit pas la personne. Donc, arriver à avoir maintenant un mode relationnel qui va imposer de se montrer et de se montrer réciproquement. J'insiste aussi sur ce point, parce qu'il n'est pas question de notre côté qu'un collaborateur puisse être vu sans que le client de son côté déciderait de ne pas se montrer. Donc, c'est cette logique de réciprocité qui est aussi importante pour justement faire en sorte que la relation soit apaisée dès le début. Et, humanisée. Moi, je disais une relation humanisée. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Et finalement, avant le Covid, on était plutôt, même si les outils existaient, on les avait, cette chaîne relationnelle avec la visioconférence avait existé, mais finalement, son adoption par les collaborateurs par nos collaborateurs, elle n'était pas nécessairement quelque chose qui allait de soi. Donc, on faisait du travail évidemment de pédagogie, d'accompagnement. On avait installé des petites zones qui étaient dédiées des vidéobox ou des photobox, des vidéobox qui permettaient de s'isoler. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde a sa caméra, a son poste de travail, et les rendez-vous en visio se passent d'une manière extrêmement fluide, d'une manière finalement aussi naturelle que s'il s'agissait d'un simple rendez-vous téléphonique, voire de répondre à un email. Donc on voit à quel point finalement ce qui s'est passé pendant le confinement a contribué à transformer la perception et à faire qu'aujourd'hui, finalement, ce mode de relation se passe d'une manière particulièrement dans son adoption. Et c'est le même mode de fonctionnement qu'on utilise aussi pour nos services relations conseillers, où les conseillers en gestion de patrimoine vont recevoir eux aussi leur espace et la possibilité de contacter les assistantes chez Eliade avec une demi-heure privilégiée sur les dossiers, sur le détail des dossiers. Et voilà, j'insiste sur ce point parce que les conseillers en gestion de patrimoine ont aussi besoin d'être en contact avec nos collaboratrices. Parce que c'est le nerf de la guerre, l'information essentielle au moment où on en a besoin. Je te laisse continuer sur les outils. Ouais. Et donc, alors, je peux faire le lien avec les conseillers de gestion en patrimoine et notamment les webinaires, oui. Puisqu'évidemment, le travail d'un spécialiste de l'immobilier neuf, c'est d'être en relation permanente avec les conseillers en gestion de patrimoine. Et bon, cette relation, à partir du moment où on a tous été confinés et où les déplacements et les modes de relation traditionnels ont été mis à mal, eh bien, c'est vrai que le webinaire s'est particulièrement développé. Et on le voit au niveau aujourd'hui d'une conférence comme celle organisée par Philippe, c'est qu'on est passé d'un mode assez artisanal à aujourd'hui des formats de webinaires particulièrement élaborés, organisés, et un niveau finalement de sophistication dans la mise en scène qui crée un engagement de valeur pour ceux qui participent et puis aussi pour ceux qui préparent ces webinaires. Et là où finalement le webinaire était quelque chose qui pouvait apparaître comme assez artisanal et avec un niveau de préparation assez faible, on voit aujourd'hui qu'on arrive à avoir des niveaux de valeur ajoutée dans un webinaire qui sont particulièrement puissants et qui vont contribuer pour le coup à maintenir la relation, à faire en sorte que le dialogue et les échanges puissent se poursuivre, même à distance, même quand justement on n'a pas la possibilité de se voir ou de partager un moment. Et on voit que finalement, des éléments de convivialité, d'échanges spontanés peuvent aussi avoir lieu lors de ces moments. Là où finalement, l'outil était peut-être perçu à tort ou à raison avant qu'il soit dans une dynamique d'adoption comme aujourd'hui, comme un outil peut-être un peu froid et qui allait créer peut-être finalement, ou en tous les cas, entretenir de la distance, alors qu'au contraire, pour reprendre le mot de Lydie, finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir une relation tout à fait humanisée grâce au webinaire. Et aujourd'hui, on est en capacité, on se met, nous, chez Eliade aussi, dans cette capacité de proposer de plus en plus de webinaires sur des sujets qui sont là pour apporter de la valeur, d'une part, sur le fond, et également aussi pour entretenir le lien indispensable à une relation de travail de quotidien qui soit apaisée et riche. Les tutos vidéo, on se rend compte aussi évidemment que c'est quelque chose qui devient indispensable parce que autant quand on se met à avoir l'habitude d'utiliser certains de nos outils, ils nous paraissent complètement
finalement faisant partie de notre quotidien. Or, pour quelqu'un qui va pour la première fois devoir utiliser ce type d'outil, faire partie des partages d'écran, s'assurer que le son fonctionne, eh bien, c'est pas nécessairement quelque chose de simple. Donc, la partie pédagogie, elle reste essentielle et toujours un élément clé. Et l'ensemble des outils que l'on peut déployer, comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure pour la prise de rendez-vous via du multicanal chez Eliane, ben, le travail de pédagogie via des tutoriels vidéo auprès de nos clients, c'est un point également essentiel pour ben, évidemment anticiper les problèmes qu'ils pourraient rencontrer, mais aussi être dans cette posture de bienveillance, évidemment, vis-à-vis d'eux, puisque tout le monde n'est pas censé spontanément avoir un niveau de maîtrise absolu sur ce type d'outil. Un point essentiel également, et vous vous en doutez, hein, c'est la mise en place des visites virtuelles. Et on a été confronté à la nécessité de pouvoir assurer des visites de logement. Et c'est vrai que autant la visite virtuelle était un outil qui existait bien avant le confinement, j'ai plus la date en tête. Mais, Ça faisait déjà à peu près 1 an qu'on avait débuté les visites virtuelles, mais en fait, là, on a été bousculé, je dirais même mis au bord de la falaise. Et c'est vrai que la visite virtuelle, dont vous voyez ici le principe, et vous le connaissez, c'est qu'aujourd'hui, en termes de qualité d'image, en termes de qualité de navigation au sein d'un logement, mais on se rend compte qu'il est tout à fait possible de se faire une idée suffisamment précise pour finalement l'état d'un bien et sa capacité à accueillir soit un de nos proches, si c'est notre enfant qui va faire ses études, ou si c'est nous qui devons y habiter, pour peut-être faire une réservation sans avoir à se déplacer pour visiter un bien. Donc là, on voit bien le gap qui a été franchi entre finalement un outil, la visite virtuelle, qui était un nice to have, donc c'était finalement le truc en plus, et qui devient un élément aujourd'hui essentiel dans la chaîne relationnelle, puisque sans un outil qui permet de se substituer à une visite physique qui, par définition, a été rendue impossible pendant une longue période, eh bien, on se rend compte que quelque chose qui était finalement juste là pour valoriser encore mieux le bien est devenu la pierre angulaire de la décision d'une réservation. Donc on voit à quel point c'est un outil qui, lui aussi, rentre de plus en plus dans les mœurs et s'intègre clairement dans on pourrait appeler le tunnel de réservation classique pour nos clients. C'est à la fois le tunnel de réservation classique, mais aussi pour les conseillers en gestion de patrimoine, pour les investisseurs qui ne peuvent pas se déplacer lors de la livraison et qui nous missionnent pour les représenter. Eh bien, à chaque livraison, nous faisons une visite virtuelle et nous adressons ensuite le fichier au client pour qu'il puisse se rendre compte in situ de son investissement sur place. Et voilà, donc ça c'était l'ensemble des outils qu'on a déployés, qu'on a améliorés, qu'on a bonifiés d'ailleurs. Et c'était important aujourd'hui qu'on vous les présente. Et j'avais aussi dit à Philippe en préparation de cette rencontre aujourd'hui que eh bien nous allions offrir 5 garanties revente aux conseillers en gestion de patrimoine pour leurs clients, eh bien, qui avaient participé aujourd'hui et qui nous confiaient un logement en gestion. Philippe, tu vois, j'ai respecté mon engagement. Donc, je vois qu'il y a des conseillers en gestion de patrimoine connectés. Vous n'hésitez pas, au travers du chat ou au travers d'un message, à prendre contact avec moi et je ferai en sorte que vous puissiez bénéficier de cette offre. Donc ça, c'était la petite parenthèse entre Philippe et moi. Un mot de conclusion, Emmanuel ? Écoutez, je pense que on a tous vécu et subi le confinement. Je pense qu'il nous a finalement aiguillés à être encore plus agiles, à tester de plus en plus de manières, d'outils, de méthodes, de techniques pour continuer à maintenir le lien essentiel au développement de nos activités. Et qu'aujourd'hui, finalement, on en ressort plus fort, on en ressort avec certainement une posture vis-à-vis de l'adoption de ces outils qui va contribuer à fluidifier la chaîne relationnelle avec nos clients. Et on voit que plutôt que de ressortir affaibli de cette période, eh bien, on en ressort avec une dynamique encore plus forte pour nous assurer de la satisfaction de nos clients, qu'ils soient grand public ou évidemment les conseillers en gestion de patrimoine.